Très heureuse, madame, messieurs, de vous savoir nombreux à suivre cette émission en express axée sur des questions d'actualité. Sur ce plateau, je ne suis pas seule. Je suis accompagnée des deux invités de marque. Il s'agit de Clément Mouzakayembe, qui est le secrétaire exécutif de l'ESID Tchangou, cher à Martin Fayoulou Madidi, à qui je dis bonjour. Bonjour. Ça va très bien? Oui, ça va. Et de l'autre côté, je suis accompagnée du secrétaire général adjoint en charge de la communication de l'Action du peuple pour la démocratie, cher Adjoni Louboya-Moukadi Kaba, et porte-parole du parti, à qui je dis bonjour. Bonjour madame, merci de me recevoir une fois de plus sur votre plateau. En tout cas, tout le plaisir est pour moi. Quelques questions que nous avons sélectionnées pour vous. Il s'agit de ce passage du Conseil de sécurité en République démocratique du Congo. Pourquoi la RDC doit-elle négocier avec le M23 et qui cache les recommandations du Conseil de sécurité? En tout cas, ce sont des questions qui taraudent les esprits de bon nombre de Congolais. Nous parlerons également de ce pour parler en toute discrétion auprès du président honoré Joseph Kabila Kabange, Fornia Simbe, président togolais, et Joao Lorenzo, appelés à négocier une transition pour l'actuel chef de l'État, vrai ou faux. En tout cas, ce sont des questions que nous allons débattre autour de cette émission. Déjà, on nous signale qu'il y a une tarification de prix. Déjà, le gouvernement provincial s'est prononcé quant à le taux de change et toutes les questions liées au processus électoral. Il y a déjà une vidéo virale qui parle de pour et des contre Kadima qui se discute déjà pour le départ ou non de Denis Kadima à la tête de la CENI. En tout cas, c'est ce qui a divisé hier la réunion de membres de l'Union sacrée autour de cette question. En tout cas, je commence avec Xavier Malutama. Dites-nous un peu avec la question du 1-23, la question axée sur la sécurité nationale. Aujourd'hui, nous avons vu le Conseil de sécurité, le membre du Conseil de sécurité venir en République démocratique du Congo se pencher sur cette question de la sécurité et quelques recommandations qui ont été formulées quant à ce. Il s'agit de trouver une solution politique et diplomatique au moment où on sait déjà que la RDC a mené plusieurs négociations autour de cette question. Votre réaction par rapport à ça? Bon, ma réaction est que chez nous, à l'ADPD, nous restons constants. Nous constatons l'hypocrisie sur cette question de la sécurité à l'est du pays. Nous l'avions déjà dénoncé avec la visite d'Emmanuel Macron, qui a eu du mal à condamner clairement le Rwanda pour son rôle négatif qu'il joue derrière les terroristes du M23. Et donc, ces recommandations du Conseil de sécurité des Nations Unies ne nous étonnent pas, parce que nous, à l'ADPD, nous avons toujours eu la posture et la conviction que le problème de la sécurité à l'est du pays sera réglé par nous-mêmes les Congolais. Et donc, ils ne font que nous rejoindre. Mais en même temps, on peut comprendre que le chef de l'État plonge dans toutes ces démarches diplomatiques un peu comme pour prendre le monde à témoin. Parce que lorsqu'il faudra maintenant agir, qui ne saura pas que la République démocratique du Congo avait tiré sur la sonnette d'alarme à maintes reprises. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en face de nous, nous avons un pays qui est le Rwanda et qui a fait l'objet d'un génocide. Et donc, c'est un peu cette posture que le Rwanda met en avant pour se permettre de faire certaines choses. En fait, le Rwanda a fait de sa faiblesse, de sa fragilité, une force. Et c'est la difficulté que nous avons, nous, en tant qu'État, de sévir avec le Rwanda. Parce que si aujourd'hui la RDC venait jusqu'à rentrer à Kigali, tout de suite c'est le monde entier qui va nous condamner que bon voilà, un pays qui était déjà martyr, un pays qui était déjà victime de son génocide, mais vous allez encore faire ce que vous avez fait. Donc il est important ici de comprendre que cette guerre dans laquelle nous sommes engagés malgré nous, elle est très délicate pour nous. Parce qu'en face de nous, nous avons un adversaire qui a fait de sa faiblesse sa force et qui en a fait le marketing, qui en a fait la promotion. Et aujourd'hui, aller de manière frontale serait une erreur stratégique. Donc nous sommes obligés
de passer par les canaux diplomatiques. Mais en même temps, on constate qu'au niveau des canaux diplomatiques, il y a une grande hypocrisie internationale qui s'est mise en place autour du Rwanda. Et voilà, donc nous sommes en réalité, aujourd'hui, la RDC est seule contre le monde entier. Nous n'avons aucun allié dans cette lutte et le chef de l'État ne peut compter aujourd'hui que sur une dynamique interne, une dynamique populaire. Voilà pourquoi l'ADPD appelle en fait la population à se mobiliser derrière nos institutions, à se mobiliser derrière le combat que mène le chef de l'État. Le chef de l'État ne se bat pas pour sa femme et ses enfants et sa famille. Le chef de l'État se bat pour la République démocratique du Congo. Nous devons prendre conscience aujourd'hui de notre état réel. Nous sommes un pays agressé, même si à Kinshasa, nous n'en avons pas l'impression, on ne le ressent pas très fort, mais nous sommes un pays agressé et nous devons commencer à en prendre conscience. Nous devons commencer à agir comme un pays agressé. Je voudrais prendre l'exemple de l'Ukraine, qui fait l'objet d'une agression de la part de la Russie. Vous voyez toutes les dispositions qui sont prises au niveau du gouvernement ukrainien, toutes les dispositions qui sont prises au niveau de la population ukrainienne. J'aimerais que la RDC puisse s'en inspirer, parce que il est très important que nous, victimes de cette agression, que nous ayons conscience de cet état, du fait que nous sommes agressés. C'est très important. Maître Clément Mouza, Xavier Malutama parle d'hypocrisie de la communauté internationale et la RDC est seule à se battre dans cette lutte de la recherche de la paix dans la partie Est. Et quand le Conseil de sécurité parle d'une solution politique et diplomatique, selon vous, qu'est-ce que vous pouvez ressortir comme interprétation, communication dans ces cas dits, les non-dits de cette communication? Merci beaucoup, madame. Vous savez que le Conseil de sécurité, ce n'est pas n'importe quel organe. C'est un organe des Nations Unies qui a pour mission notamment la sécurité internationale. Et à ce niveau-là, la sécurité, cette question-là de sécurité ou de paix, a une responsabilité objective. Mais ça risque d'aller à 100 à l'heure. Hein? Parce que lorsque je suis mon ami Xavier, de l'Union dite sacrée, vous savez, dans ces pays, par moments, les gens tâtonnent. Et au sommet de l'État, on ne peut pas tâtonner. Ils ont la passerelle du pouvoir. Vous allez vous rappeler, et les Congolais, le monde entier va se rappeler, qu'au lendemain du braquage électoral que nous avons connu en République démocratique du Congo, il y a eu un plan de sortie de crise. De Lamuka. Et lorsque vous lisez le contenu de ce plan de sortie, il y a notamment les réformes de la CENI et de services de sécurité et de défense. Personne ne nous a écoutés. Personne, et alors personne. Tout simplement parce qu'ils savaient qu'ils étaient le fruit d'un braquage électoral. Écoutez, chez nous, en dialecte, nous disons Sogoloninguba, Okobukanguba. Aujourd'hui, madame, le Conseil de sécurité vient à Kinshasa. Ils sont déjà en train de crier partout que non, le Conseil de sécurité ne peut pas faire un tel rapport, tout ça. Non, mais aujourd'hui, parce qu'ils sont quand même passés, ils ont dit non, la solution passe par la politique et la diplomatie. Qu'est-ce que nous n'avons jamais dit? Cette question de sécurité. Est-ce que nous n'avons jamais dit à M. Tshilombo et son gouvernement de ne pas sous-traiter la sécurité de la République démocratique du Congo? Est-ce qu'il a écouté? J'ai dit, madame, non. Il nous a amené son histoire-là des États de l'Afrique de l'Est. Mais qu'entendez-vous par sous-traitance de... Je vous explique, parce que l'émission, on n'a pas beaucoup de temps. Il amène la République démocratique du Congo dans cette histoire de la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Madame, aujourd'hui, et les gouvernements, et tout le monde disent la même chose. Ces forces-là ne sont pas venues avec une mission coercitive.
Vous avez vu, il y a des vidéos qui ont circulé. Vous avez vu M. Tshilombo discuter même avec le commandant de l'EAC. Il y a eu des phrases que les gens ont écoutées. On ne s'amuse pas avec un pays. Dans ces pays, dans un passé récent, ces gens-là qui qualifient de terroristes aujourd'hui, ont déclaré qu'ils sont arrivés à Kinshasa et ils ont eu à passer 14 mois. Personne ne les contredit. Il faut savoir écouter son peuple. Tout le monde sait que nous avons un problème de légitimité actuellement. Et c'est là le déclenchement de tous les maux que nous avons. Aujourd'hui, regardez la solution qu'on propose. Dans l'entretemps, on met les Rwanda et la République démocratique du Congo dos à dos, comme toujours. Est-ce que les diplomates ne sont pas passés ici? Oui, madame. Le pape François est arrivé. Quel était son message? La paix et la réconciliation. Est-ce que M. Tshilombo a écouté? M. Macron est arrivé ici. Il a même fait des leçons. Il a même dit publiquement que les gens n'ont pas gagné les élections. Est-ce qu'ils ont écouté? Le Conseil de sécurité arrive. C'est toujours les mêmes problèmes. Écoutez, nous sommes Congolais. Je serai d'accord avec mon ami lorsqu'il dit que la question doit être réglée par les Congolais. Il y a quelque chose de comme ça. Nous serons peut-être d'accord, mais on ne va pas régler par les mots. En droit, il existe un principe sacré. L'équilibre. Vous pouvez être un grand pays en termes de superficie, mais militairement, vous êtes faible. L'équilibre des forces. On doit former et équiper notre armée. Mais cette armée-là fait ses preuves partout à travers l'Afrique. Dernièrement, ici, en 2023, parce qu'ils ont même reconnu l'Union sacrée. Ils ont vécu les M23, qui nous ont amenés aujourd'hui. Je suis franchement étonné, mais nous devons continuer à discuter de ces questions parce que nous sommes Congolais. Aujourd'hui, là, nous avons besoin d'un nous debout. Pas autre chose. Un nous debout. Et ces nous debout-là, nous les retrouvons dans notre Constitution. C'est l'article 63 de la Constitution. La patrie est en danger. Mais nous avons un devoir sacré. Mais qu'est-ce que nous remarquons? Écoutez, lorsque, par exemple, notre ami parlait de l'hypocrisie, mais le premier hypocrite, c'est l'Union sacrée. Si nous avions écouté, à l'époque, j'ai suivi notre député national, Jean-Baptiste Kassekwa, mais il s'était pommonné à l'Assemblée. Mais c'est pratiquement, c'est comme si c'était un fou. Il assemblait à la merci d'un individu, M. Tshisekedi. À la merci de l'Union sacrée, on oublie toutes les missions qu'a une Assemblée nationale. Le Sénat n'en parle même. À partir du moment où vous avez ces deux institutions-là, comme caisse de résonance, vous allez vous attendre à quelle solution? Mais lorsque aujourd'hui, il dit nous ne pouvons pas entrer au Rwanda lorsque nous entrons. Non, mais en droit international, il y a ce que nous appelons les droits à la guerre. Mais est-ce que vous pensez que la RDC est prête à déclencher une guerre avec... Mais nous sommes un pays souverain. Est-ce que nous n'avons pas une armée? Excusez-moi de vous regarder comme ça, madame. Est-ce que nous n'avons pas une armée? Nous avons une armée. Mais du moins ici, nous avons vu le chef de l'État prôner la solution diplomatique. Écoutez, nous avons vu le sommet s'organiser. Moi, j'ai suivi la dernière déclaration. J'ai suivi la dernière déclaration de M. Tshilombo pendant qu'il s'est trouvé aux Comores. Mais je l'ai toujours dit, ça c'est une déclaration de nature à démoraliser les gens. Lorsqu'il dit publiquement que lui, il ne peut pas faire la guerre, à peu près. Lorsqu'il dit publiquement ce genre de choses. Mais nous, nous sommes attaqués. Regardez, lorsque vous lisez la Charte des Nations Unies, vous ne trouverez pas la définition de l'acte d'agression. Madame, c'est lorsque vous lisez la résolution 3314. Retenez ça, madame, et allez vérifier. C'est la résolution 3314 qui définit l'acte d'agression. Et lorsque vous suivez les rapports des Nations Unies, mais nous entrons dans cette définition. Il y a bel et bien acte d'agression. On a reconnu les inscriptions du Rwanda. On a reconnu que le Rwanda soutient les M23. Sur ces points-là, nous sommes d'accord. Mais ils ont rejoint en retard. Parce qu'au début, vous savez, ils évitaient même de citer le nom du Rwanda parce que c'était leur ami. Ils ont présenté Paul Kagame comme ami. Et à un moment donné, ils se sont rendus compte que cet ami-là, en réalité, ne pouvait pas être ami. Ils nous ont rejoints. Maintenant, là, ce que nous demandons à nos amis de l'Union sacrée, c'est d'être humble.
la République, la patrie est en danger. Ils doivent être humbles, eux qui est un nous debout, pour que nous puissions bouter les nœuds. Ça ne doit pas être des mots, nous devons être dans les concrets. Et parmi les concrets, ce sont les réformes, ce sont la formation, ce sont notamment les équipements que nous devons donner. Mais et nous devons avoir aussi le moral pour nos troupes. Mais en parlant de cet acte d'agression, je reviens à vous pour ne pas monopoliser la parole. Je pose cette question à Xavier. Quand Maître parle de l'acte d'agression, conformément aux chartes des Nations Unies, mais ici, le Conseil de sécurité parle de l'incursion et non de l'agression. Cette nuance-là de mots. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est désavantageux pour la RDC? Parce qu'il y a cette cacophonie de mots entre le membre du Conseil de sécurité et le gouvernement congolais. Très bien. Je voudrais d'abord inviter mon co-débatteur du jour au calme et à l'apaisement. J'ai toujours été très calme, ne vous en faites pas. C'est le style. Oui, le style, mais soyons calmes. Nous parlons des choses d'État. Soyons apaisés, soyons sereins. Mettons la passion de côté. Allez-y, mon cher ami. Ça, c'est la morale. C'était une invitation, mais pas seulement pour les raisons que je viens de donner, mais également parce qu'aujourd'hui, nous sommes reçus par une femme, par une maman, d'accord? Et nous sommes au mois de mars. C'est la morale, mon cher ami. Parlons des choses sérieuses. Je réitère cette invitation-là. Soyons sereins. Voilà. Pour revenir maintenant à votre question, madame. La sémantique, effectivement, est dissonante. Mais il faut comprendre que le Conseil de sécurité, la communauté internationale vient d'une posture où elle était dans la négation de l'implication du Rwanda dans l'agression congolaise. Nous sommes en train d'évoluer. Il faut comprendre qu'il y a un travail diplomatique d'arrière-garde qui est en train de se déployer et petit à petit, les choses évoluent. Donc, il faut pas s'attendre à ce que du jour au lendemain, que le Conseil de sécurité, que la communauté internationale épouse le narratif de la République démocratique du Congo. Il y a un grand travail qui a été abattu et il y a un grand travail qui reste à faire pour que nous puissions mettre tout le monde devant la réalité. Et c'est le travail que le chef de l'État est en train de faire. Je voulais revenir à une chose qui a été évoquée ici. Je pense que nous ne devons pas être nostalgiques. Nous sommes en 2023, c'est déjà l'année électorale, mais on nous parle d'un braquage électoral. En 2023, non, soyons sérieux. Soyons sérieux, nous sommes déjà à la fin du mandat, nous sommes en train d'envisager le prochain mandat. Donc, 2023 est une année électorale. Je pense que ce discours-là, aujourd'hui, n'a plus lieu d'être. Il faudrait que nos amis d'en face puissent être réalistes, puissent être objectifs. Le mandat qu'ils semblaient réclamer en début de ce mandat est déjà consommé. Ne soyons pas nostalgiques. Soyons réalistes et pragmatiques, mon cher ami. Ce mandat est déjà terminé. Alors, on nous dit nous sommes hypocrites parce que nous n'avons pas écouté des propositions, des réformes de M. Martin Fayoulou. Exactement. Mais je ne vois pas où est l'hypocrisie. En refusant peut-être de mettre en application ces recommandations, parce qu'aujourd'hui, avec tout ce que nous voyons sur le terrain, ça reste quand même à désirer. Mais vous le voyez bien, madame, que ces recommandations-là étaient basées sur une crise qu'il n'y avait que dans leur tête. Ah bon? Mon co-débatteur parle de crise de légitimité, n'est-ce pas? Donc, selon lui, si je le suis sur cette voie, ça voudrait dire quoi? Que ce que nous avons à l'est du pays avec le M23, ce serait dû à une crise de légitimité. Ce serait le fait que Martin Fayoulou n'a pas été proclamé vainqueur. Voilà pourquoi le M23 fout le bordel à l'est du pays. C'est ça, en fait, qu'il est en train de nous dire. Et moi, je pense que non. Les raisons pour lesquelles le M23 est en train de foutre le bordel à l'est du pays sont d'abord économiques. Okay. Et ensuite territoriales. Parce que le Rwanda qui est derrière a des problèmes d'espace national et a besoin, naturellement, d'étendre son espace territorial. Donc c'est ça les vraies raisons. Okay. Mais dans vouloir lier la défaite de Martin Fayoulou de 2018 aux élections à cette cause-là, moi je trouve que c'est superflu. Non, faisons la part des choses, appelons un chat un chat. Et aujourd'hui, je pense que nous devons nous dépasser, nous les politiques, nous devons nous transcender. Le problème qui frappe l'Est du pays nous frappe tous.
nous ne pouvons pas être indifférents. Nous ne pouvons pas être indifférents à ceux qui touchent les mamans de l'Est du pays. Les mamans qui sont à l'Est du pays, c'est les mêmes que nous avons ici à Kinshasa. Ce sont des compatriotes. Alors, il ne faut pas aujourd'hui chercher à faire de cette affaire de sécurité nationale de la récupération politique. C'est un non-sens. Selon vous, et le timing, et d'autant plus que le timing ne s'y prête pas. Nous sommes fin mandat et vous nous ramenez un discours de la vérité des urnes. Okay. Mais soyons sérieux. Soyons sérieux. Non, s'il vous plaît. Nous avons un problème de sécurité à l'Est du pays. Aujourd'hui, la question, c'est comment régler ce problème. Mais selon vous, c'est comment la solution? Nous avons des solutions, nous avons des propositions, mais nous allons y revenir parce que j'ai vu que dans votre canevas, vous avez parlé du processus électoral. Exactement. À ce niveau-là, nous allons en parler. D'accord. Merci, madame, de m'avoir donné la parole. Merci beaucoup. Maître Clément Mouza, selon vous, quelle est cette sémantique entre incursion, agression, la démarcation, c'est à quel niveau? Oui, madame, je vous ai dit en termes de mots, ouais. Le Conseil de sécurité a tout dit. Et vous avez suivi les chefs de la délégation. Donc il n'y a pas agression. Je m'excuse, madame, je m'excuse, vous avez posé une question, laissez-moi vous répondre. Non seulement vous répondre, il faut que ceux qui nous suivent puissent comprendre ce que nous disons. Donc, si vous avez suivi le briefing de délégués du Conseil de sécurité, ils ont tout dit. Et moi, j'ai eu ces réflexes-là. S'il vous plaît, madame, j'ai appris ça avec le professeur Mampouya. C'était, je pense, en 1992. Je vais parler en français facile. En 1992, c'était mon cours de vie internationale. Regardez à quel moment je me rappelle de ça, la résolution 3314. Et je ne me suis pas trompé. Et je ne me suis pas trompé. Et ceux qui sont en train de nous suivre là, je pense qu'ils sont en train de googler pour vérifier c'est quoi la résolution 3314 des Nations Unies. Madame, la définition de l'acte d'agression parle de comportement des actes. Lorsque les membres du Conseil de sécurité vous parlent des incursions, ce sont des actes qui amènent à la définition de l'agression. Lorsqu'ils vous disent qu'il y a des troupes soutenues par des armées étrangères, ça fait partie des actes d'agression. Ça fait partie de la définition. Donc, indirectement, aujourd'hui, nous pouvons conclure que le Conseil de sécurité a conclu qu'il y a effectivement acte d'agression. Mais le travail va se poursuivre. Le problème avec le gouvernement de l'Union sacrée aujourd'hui, ils sont tellement dos au mur. La turpitude. Ils sont aujourd'hui dos au mur et ils ne comprennent rien, ils ne savent rien faire. Mais de côté de l'Union sacrée, on dit que plus question de parler de cette question de légitimité. Non, mais je suis en train d'arriver. Parce que même Macron a fermé la parenthèse. Parce qu'il avait tellement à dire qu'il a fermé la parenthèse. C'est comme quand nous le disons en dialecte là, hein, et pardon, c'est ce que Macron a dit. Aujourd'hui, lorsque vous lisez notre Constitution, je suis étonné que je sois en face des membres de l'Union sacrée qui puissent me dire que la vérité des urnes est révolue. Quand vous lisez notre Constitution, mais d'autant plus que nous nous apprêtons à la tenue de lorsque vous lisez les préambules de notre Constitution, la Constitution en vigueur, mais il est clairement dit toutes les crises que nous connaissons depuis l'indépendance a comme soubassement la légitimité. Vous voulez encore que nous puissions dire quoi? Parce qu'on est fait mandat. Est-ce qu'au début du mandat, maintenant là ils ont accepté, est-ce qu'au début du mandat ils l'ont accepté? La Constitution restait impersonnelle. Donc, quelque part, vous êtes rattrapés. Mais en parlant de la vérité des urnes, c'est un principe universel. Ça veut tout simplement dire que nous voulons que les choses se fassent conformément à notre Constitution. Donc, ne nous demandez pas d'être pratique et de ne pas être nostalgique. On n'est pas nostalgique. Nous avons tout simplement rappelé... Gardez votre calme. Gardez votre calme. Vous êtes en face d'un animal politique, gardez votre calme. Les animaux, nous le sommes tous les deux. Moi, j'écoute-moi. Gardez votre calme. Vous êtes nostalgique. Nous ne pouvons pas... Et cette République n'a pas besoin de nostalgie. S'il vous plaît. Nous avons besoin de solutions à des problèmes. Regardez, mon cher ami Xavier. S'il vous plaît. Nous faisons une résistance. Nous faisons une résistance dans la nostalgie. Et nous faisons
Dans les émotions. Non, pas dans les émotions. Dans les émotions. Dans les émotions. C'est-à-dire que nous combattons vous aurez le temps de votre parole. un pouvoir tel que vous le savez. Nous ne faisons pas une lutte sur le pouvoir. Une lutte sur le pouvoir, c'est comme ce que le MV3 est en train de faire. Nous faisons une lutte dans les pouvoirs. C'est-à-dire que nous sommes respectueux de la Constitution et des lois de la République. Voilà pourquoi je vous dis, mon cher ami, parce que vous avez parlé de cette question des élections, mais je ne veux pas revenir sur cette question des élections. Vous allez vous rendre compte que vous êtes incapable, excusez-moi de porter un jugement de cette façon-là, vous êtes pardonné, de répondre aux questions posées. Tout simplement parce que vous voulez avoir cet orgueil-là du pouvoir. Mais nous vous disons ceci. Vous avez la passerelle du pouvoir. Vous l'avez. Et après le départ du pape François, vous avez suivi, le commandant du peuple l'a dit. Nous accordons notre pardon. Et nous l'avons accordé à tout le monde. Il faut partir avec les nouvelles bases. Il faut voir l'intérêt. Ça ne sert à rien de venir sur un plateau de télévision dire non, écoutez, les femmes qui sont là-bas, ce sont les mêmes femmes, tout ça. Le peuple attend, mais la nation n'attend pas. Vous avez tellement commis de dégâts à la République qu'aujourd'hui vous êtes en difficulté de porter des réparations. Mais nous vous disons ceci. Nous devons être humbles. C'est une cause nationale. Le problème est déjà là. Voilà pourquoi nous sommes notamment toujours manifester, soutenir nos frères d'essai. En même temps, vous demandez, vous qui avez cette passerelle du pouvoir, de prendre des mesures. Maintenant, vous cherchez même des solutions dans les réseaux sociaux. C'est grave. Change de chapitre, je crois que tout a été dit, mais cette nuance, hein, vous ne l'avez pas toujours répondu. Je crois que vous allez récupérer nuance, madame, la nuance sur l'incursion et l'agression. Je vous ai dit que ça fait partie des actes qui définissent l'acte d'agression. Madame, je vous protège. Ok. Je vous protège. Ne vous inquiétez pas. Ok, bon, c'est mon plateau. Je crois que j'ai ces pouvoirs-là de protéger les uns et les autres. Mais nous passons à un autre sujet lié par rapport au temps. Hein. Parlons du processus électoral. Aujourd'hui, la tête de Denis Kadima mise à prix. Le pro et le contre Denis Kadima se disputent déjà. Hier, nous avons vécu, et il y a dans cette vidéo qui est devenue virale hein, dans les réseaux sociaux, le pour et le contre se battent autour de cette question qui divise l'Union sacrée. Vous êtes des l'Union sacrée, Xavier. Aujourd'hui, au moment où tout le monde a les regards tournés vers décembre 2023, mais nous voyons déjà de scènes hein, qui vraiment laissent à désirer par rapport à cette légitimité, je peux dire, de Denis Kadima à la tête de la CENI. Est-ce que Denis Kadima va mener à bon port jusqu'à décembre 2023 avec à l'allure où vont les choses? Écoutez, personnellement, oui. nous ne parlons pas des individus. Nous parlons institutions. Nous avons aujourd'hui une CENI qui fait son travail. D'ailleurs, nous saluons le travail de la CENI parce qu'à l'allure où nous allons, nous aurons des élections dans ce pays avec cette CENI. Mais selon vous, qu'est-ce qu'on reproche à Denis Kadima? Je viens à votre question, mais j'aimerais aussi donner l'opinion de mon parti. Rapidement, alors. Donc, à l'allure où nous allons, mon co-débatteur a pris le temps de s'étaler. J'aimerais aussi avoir mon temps de parole, s'il vous plaît, madame. Donc, nous pensons qu'à l'allure où nous allons, nous aurons des élections avec cette CENI. Bonne ou mauvaise, mais nous aurons des élections. Mais pour nous, la question ne se pose pas là. C'est-à-dire que le débat aujourd'hui autour de Denis Kadima, partir ou rester, nous ne nous sentons pas concernés par ce débat-là. Bien qu'étant de l'Union sacrée, nous, notre perception, notre analyse de la situation aujourd'hui, c'est qu'il n'est pas cohérent de parler élection aujourd'hui. Donc nous, ne parlons pas élection. Et pourquoi? C'est un prétexte pour ne pas organiser les élections? Mais non, je vous ai dit, madame, qu'à l'allure où ce bureau de la CENI est en train de faire le travail, nous aurons des élections, bonnes ou mauvaises, mais nous aurons des élections. Donc la question aujourd'hui n'est pas celle d'organiser des élections. Et c'est quoi alors? La question aujourd'hui, c'est de restaurer l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national. Pour l'ADPD, nous ne pouvons pas aller aux élections avec un territoire occupé et sous contrôle des terroristes du M23 et du Rwanda. Et vous pensez que seul l'ADPD va bloquer toute la machine de la CENI pour ne pas organiser les élections? Nous en avons les moyens. Nous avons notre opinion.
nous allons développer des mécanismes pour faire entendre notre voix. La démarche de l'AD-PD aujourd'hui n'est pas politique, elle est patriotique. Nous devons garder notre territoire uni. Nous devons préserver l'intégrité du territoire national. L'article 69 de la Constitution donne ses prérogatives au chef de l'État. Le chef de l'État, lorsqu'il prête serment en prenant le pouvoir, lorsqu'il prête le serment sur la Constitution, il promet de respecter la Constitution dans son intégralité. Et respecter la Constitution aujourd'hui, c'est garantir l'intégralité du territoire national. Respecter la Constitution aujourd'hui, c'est respecter le fait que tous les Congolais doivent pouvoir participer à cette fête que nous appelons élection. Parce que, madame, les élections, en réalité, c'est une fête. J'ai été l'assistant de l'abbé Malou Malou pendant 3 ans, lorsqu'il a fait son 2e mandat à la CENI, et il me disait toujours, Xavier, organiser les élections dans ce pays n'a rien de bizarre, n'a rien de mystique. Organiser les élections, c'est comme organiser une fête. Quand tu veux organiser une fête, que ce soit une fête de mariage, une fête d'anniversaire, tu as besoin de savoir combien de convives vont venir à cette fête. C'est ça l'enrôlement. Quand tu sais combien de convives tu auras à ta fête, tu sais combien de tables, combien de chaises, quelle salle tu peux cibler pour accueillir tout ce monde-là. Tu sais comment tu dois disposer ta sono, la lumière, et ainsi de suite. Donc moi, je vous le dis en tant que quelqu'un qui s'y connaît un peu, organiser les élections dans ce pays, et que comme partout ailleurs, c'est organiser une fête. Maintenant, la question que nous nous posons, est-ce normal que dans une maison ou dans les chambres à coucher, on est en train de violer les femmes de la maison, c'est-à-dire la maman, les filles, les cousines, les nièces, toutes les femmes qui habitent dans cette maison, dans la chambre à coucher, les voisins sont venus dans la maison, ils sont en train de violer les femmes de la maison, et nous au salon, le papa de la famille, père de famille, qui est au salon, il se dit, ben, c'est mon anniversaire aujourd'hui, je dois fêter mon anniversaire. Je ne peux pas reporter la date de mon anniversaire parce que c'est mon anniversaire, j'ai l'habitude de fêter mon anniversaire à la date échue, je dois fêter mon anniversaire. Ce n'est pas cohérent. Nous avons un cas de force majeure à l'est du pays. Et je parle ici, les populations nous regardent. Nous, l'AD-PD, nous assumons que nous sommes patriotes, que nous sommes solidaires de la situation que traversent aujourd'hui les populations de l'Est. Vous l'avez suivi, je pense, les dernières incursions du M23 dans une certaine localité a provoqué le déplacement de plus de 1500 personnes. Et nous, ici à Kinshasa, nous sommes en train de parler d'élections. Soyons sérieux. Mais est-ce que Madame, vous pensez que l'AD-PD aujourd'hui est plus que le Congolais qui se trouve également dans la partie Est, d'autant plus qu'ils se sont déjà engagés dans le processus électoral? Nous n'avons pas la prétention d'être plus que quiconque. Au contraire, nous sommes humbles. Okay. Et d'ailleurs, j'aimerais rappeler à mon co-débatteur qui m'a accusé de l'orgueil du pouvoir, j'aimerais lui rappeler plutôt que nous avons l'humilité de descendre sur le plateau et de parler avec eux. Donc nous n'avons pas d'orgueil. Nous sommes humbles et nous parlons à tout le monde. Ici, nous privilégions les idées. Nous avons une opinion. Nous disons qu'au jour d'aujourd'hui, il est superflu de parler élection pendant que nous avons des compatriotes qui sont en train de perdre leur vie chaque jour à l'est du pays, pendant que nous avons des compatriotes en ce mois de mars, nous avons des femmes, des filles, des enfants qui se font violer chaque jour par le fait des affres de la guerre. Nous disons, soyons sérieux, soyons cohérents. Si nous voulons gouverner ce pays, si nous avons des ambitions politiques, ne sacrifions pas la population que nous voulons gouverner demain sur l'autel de nos ambitions politiques. Ça n'a pas de sens. Nous disons, il faut arrêter la machine. Il faut prioriser le rétablissement de l'autorité de l'État sur toute étendue du territoire national. Une fois que cela sera fait, nous pourrons aller aux élections. Merci, madame. Maître Clément Mouzakaïmbe, c'est la même question qui vous est posée, mais avec cette nuance de l'AD-PD qui dit qu'ils ne peuvent pas sacrifier ceux-là qui sont appelés à être gouvernés demain, peut-être par eux ou par vous. Donc ça dépend de la personne qui prendra peut-être le leadership demain. Est-ce que vous êtes de cet avis? Aujourd'hui, la CENI, la tête du président de la centrale électorale est demandée. Déjà, ça crée un sujet à controverse au sein même de l'Union sacrée. Votre réaction quand même, vous, de l'opposition? Madame, je suis de la résistance. De la résistance? Oui. Okay. Madame, vous allez vous rappeler, parce que tout à l'heure là, j'ai eu à évoquer le plan de sortie de crise. Vous savez, ils sont très peu qui prennent du temps pour réfléchir sur la République.
Ils sont très peu. Vous de la résistance, vous Et réfléchissez pour la République. Je suis en train de dire, madame, qu'ils sont très peu qui réfléchissent pour ces pays. Mais Rappelez-vous, contrairement à madame, ce que la DPD vient de dire. Non. Il a reconnu qu'il devait être humble. Je le suis aussi. Avançons. Ils sont très peu qui réfléchissent pour le pays. Je répétais ça 3 fois. Nous avons sorti le plan de sortie de crise. Vous vous rappelez? Nous avons dit nous devons d'abord aller avec les réformes. Et nous avons même eu à faire une proposition sur une transition de 18 mois. Est-ce qu'ils avaient écouté? Parce que, à tout prix, il fallait être bénéficiaire de ces braquages électoraux. Ils n'ont pas écouté tout ce que nous avons dit. Madame, vous, excusez-moi, ce n'est pas un jugement que je porte. Vous serez peut-être pas à mesure de dire que non, sur ce que le commandant peuple a dit, il a failli quelque part. Non. Tout ce que nous avons dit, aujourd'hui, tout le monde nous donne raison. Mais on n'a pas besoin d'avoir raison. Nous avons besoin à ce que les choses marchent. Nous avons eu à proposer ça. Au lendemain des élections, ils n'ont pas écouté. Vous avez posé la question sur M. Kadima. Ça fait quelques mois là, ils ont tous crié sur les élections. Ils ont tous crié sur les élections. Maintenant là, les 6 devient 9. Ils n'ont rien fait sur la sécurité, rien fait sur le social, rien fait sur les transports, rien fait sur le salaire, rien fait sur l'enseignement, rien fait sur l'emploi, rien fait 0 sur 10. Mais si Kadima aujourd'hui parle, le processus... Je suis en train de vous répondre, madame, par rapport à ces processus. Nous avons dit ceci, que c'est lui, et ça je parle au Congolais, c'est la résolution numéro 30 du Congrès de l'ECD, tenu à Kisangani. C'est lui qui s'hasarderait cette fois-ci à voler la victoire du peuple. Mais le peuple va s'occuper de lui. Il fera comme le font tous les autres peuples du monde, de pays démocratiques. C'est prévu dans notre constitution. Lorsque j'entends de la bouche des membres de l'Union sacrée, à l'allure où vont les choses, on risque d'aller aux élections bonnes ou mauvaises. La Constitution nous parlait des élections bonnes ou mauvaises. La CENI, en tant qu'institution indépendante, peut-elle organiser des élections supposées bonnes ou mauvaises? Ben, ça peut arriver au moment où peut-être il y a un problème de financement. Il n'y a pas, ça peut arriver. Nous avons besoin des élections justes, crédibles, transparentes et apaisées pour que le pays se développe. Nous voulons des élections où nous avons un gagnant et nous avons un perdant qui félicite les gagnants. C'est les ballons de ceux qui est en train d'être jetés. Mais aujourd'hui... Mais voilà ce que nous disons. Ok. Voilà ce que nous rapidement disons. Pour que... Ce n'est pas à nous de dire ce qui doit être fait. C'est à la Constitution. Lorsque le Sacré parlait d'un cas de force majeure, il a lu la Constitution. Les cas, c'est prévu dans quel article? Parce qu'il y a la Constitution qui nous régit. Et la Constitution a prévu tous les scénarios possibles. Mais si les gouvernements actuels n'organisent pas les élections, mais la conséquence est tirée. Au 24 janvier 2024, si vous n'organisez pas les élections, c'est la Constitution qui va s'appliquer, pas autre chose. Vous cherchez. Lisez ne fût-ce que ce que dit la Constitution. On parle des cas de force majeure. On n'est pas en droit civil. D'accord, mais Xavier, au cas où... Nous sommes dans une matière de gestion de l'État. Okay. Lisez la Constitution. Si vous sortez de la Constitution, vous êtes par terre. Interprétez la Constitution. Enseignez la Constitution à ces peuples. Nous, on ne peut pas se comporter comme de véritables concurrents comme vous le faites. La nation nous appartient. Tous d'ailleurs. Mais acceptez que nous sommes Congolais. Et que nous voyons peut-être mieux que vous. Toutes les propositions qui ont été faites. Kadima, qu'on veut récuser aujourd'hui
par rapport à votre question. C'est toujours l'UDPS. C'est toujours l'UDPS. Cette UDPS-là qui a parlé de l'opposition et a pété. Mais il pensait que l'opposition, ce sont des villes mortes. Nous, on est héros vivants. Nous là, tel que nous le voyons là. Nous avons combattu dans ces pays. Nous avons un nom. Nous avons combattu dans ces pays. On a combattu Laurent Désiré Kabila. Nous avons combattu Joseph Kabila. Okay. Et aujourd'hui, ceux qui sont venus, parce qu'ils ne sont pas sur le droit chemin de la Constitution, on n'a pas besoin de négocier pour ça. D'accord. Voyons la République. D'accord. Voyons la République, raison pour laquelle aujourd'hui, le FCC, au travers son président d'horaire, Joseph Kabila, son autorité morale, qui a demandé, qui a souhaité ne pas prendre part à ces élections, il s'est retiré. Et pour ne pas participer, voire même, il refuse de s'enrôler. Mais on a vu, vous de la résistance, hein, comme vous aimez, vous avez vous de la résistance, vous avez accepté d'aller dans ces élections. Xavier, vous êtes de l'Union sacrée. Est-ce que vous ne voyez pas que le FCC, Joseph Kabila, avait raison de refuser ces processus électoraux? Je veux en venir à votre question, mais d'abord... Non, parce qu'on n'a plus le temps, oui, on nous signale. Hein. Allez droit au but. Allez droit au but. J'aimerais rattraper mon temps de parole également. On ne pouvait pas quand même arrêter toute une idée. Hein, donc, mais moi aussi, j'ai beaucoup de alors, ne m'arrêtez pas. Circonscrivez-le. Mon co-débatteur dit qu'il a un nom. Je me demande quel nom. Non, mon nom c'est personnel. Voilà, moi aussi je porte. C'est personnel comme vous aviez. Voilà. Donc vous avez appelé. N'extrapolez pas. Vous avez appelé à l'humilité. Je vous invite aussi à y revenir à cette humilité. Nous avons tous des noms dans ce pays. Ce n'est pas là la question. J'aurais aimé qu'il y ait un mot qui sorte de votre bouche pour exprimer un minimum de solidarité à ceux qui arrivent à nos populations de l'Est du pays. Mais non, là ça ne vous regarde pas. On est toujours, dès que vous ouvrez la bouche, monsieur, c'est pour... Ma jambe gauche là, légitimité. J'ai même un problème sur ma jambe légitimité. Gauche. Tout simplement parce qu'il y a des gens qui n'ont pas voulu que nous puissions marcher. Et malgré la prise d'acte. Vous aurez votre temps de parole. Laissez-lui parler. Vous aurez votre temps de parole. Et c'est ça le problème de l'ECD. Ils sont bloqués, figés dans cette affaire-là. Nous sommes en 2023, monsieur. 2023, réveillez-vous. Nous avons des problèmes aujourd'hui que nous sommes en train de tenter de résoudre. Mais pendant qu'on essaie de résoudre ces problèmes, vous nous parlez de 2018. Soyons sérieux, soyons responsables. Donc nous devrions fermer les yeux sur ce qui se passe sur les populations de l'Est du pays, parce qu'en 2018, on a un individu de la République qui s'est estimé être volé. Non, soyons sérieux. La République est plus grande que ça. La République est plus importante que ça. C'était la parenthèse. C'était la parenthèse. Fermez la parenthèse. Voilà. Allons droit. C'était la parenthèse. Maintenant, okay. vous me parlez des négociations qui impliqueraient le... Non, je dis aujourd'hui, Joseph Kabila avait-il raison de ne pas prendre part à ces processus électoraux, d'autant plus que tout ce que vous venez d'évoquer tout à l'heure ici, bonne ou mauvaise... J'aimerais expliquer cela parce que ça a été mal interprété. Ce que je voulais dire, madame, c'est qu'il n'y a pas d'élection parfaite. Vous avez vu aux États-Unis avec l'élection de Biden, les pro-Trump se sont attaqués au Capitole. Nous parlons ici des États-Unis, l'un des modèles de la démocratie mondiale. Mais dans le contexte congolais, revenons. Il n'y a pas une démocratie congolaise. Macron nous l'a fait comprendre ici. Donc nous parlons du principe démocratique. Et je peux donner des références. Au Brésil, récemment, Lula est passé président. Vous savez dans quel contexte. Donc, l'ECD ne peut pas commencer à demander ici en RDC qu'il y ait des élections parfaites. Dans le contexte du FCC. Sous prétexte qu'il y a une contestation, donc ce n'est pas des bonnes élections. Il faut arrêter avec ça. Vraiment, c'est son droit. Oui, mais moi, j'aimerais le ramener à la raison. J'aimerais le ramener à la raison. 2018, c'est passé. 2023, s'il y a élection, ces élections-là seront toujours contestées parce que c'est ça la nature du Congolais, c'est ça la nature humaine, de ne jamais reconnaître l'autre. D'accord, revenons au sujet. Je reviens au sujet. En ce qui concerne Joseph Kabila et son FCC et des probables négociations, j'aimerais vous dire ceci, madame. Joseph Kabila et son FCC ont boycotté le processus électoral, tout comme l'avait fait l'UDPS en 2006. Ils n'en ont qu'à tirer toutes les conséquences. Aujourd'hui, s'il y a une transition, s'il n'y a pas élection, madame, ça ne sera pas du fait que nous sommes incapables d'organiser les élections. Ça sera du fait qu'il faut rétablir l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national. Mais aujourd'hui, ça veut dire quoi, madame? Ça veut dire que le FCC est déjà hors jeu. Le FCC s'est auto-exclu.
Donc, même s'il y a un tour de table, le FCC ne doit pas y figurer. Malgré ces négociations en coulisses qu'on attend. Ces négociations ne sont que des rumeurs. Ça, c'est la première des choses. Et en ce qui concerne l'ADPD, nous considérons que le FCC... Des rumeurs qui devient persistantes. Oui, mais les rumeurs, monsieur l'a dit, c'est les réseaux sociaux. C'est des rumeurs qui sont balancées dans les réseaux sociaux. On sait comment ça se passe. On nous parle déjà de Joao Lorenzo et le président togolais qui seraient déjà en train de négocier une transition pour l'actuel chef de l'État. Nous n'avons rien vu et nous n'avons rien entendu. Okay. Nous disons en tant que ADPD, la logique serait que le FCC s'étant auto-exclu du processus électoral, c'est auto-exclu d'un probable processus politique. Point barre. D'accord. Ça, c'est notre position à l'ADPD. D'accord. Vous de le décider. Donc, on n'a qu'une seule minute. Madame, 1 minute et demie. Que... Oui. C'est la même question, rapidement. La question, la réponse, je dois répondre à autre chose. Non, allez droit au but. Hein. Non, je vais droit au but rapidement, alors. C'est une question qui ne peut être posée qu'à un membre du FCC. En principe. Parce que nous avons des revendications, nous, de décider. Mais c'est une question qui engage quand même la politique. Oui, mais je suis en train de vous répondre. Nous avons deux revendications. Sur, la composition de la CENI. Nous avons des revendications sur la composition de la Cour constitutionnelle. Et nous avons des revendications sur la loi électorale. Tout ça a été fait pour servir une famille politique, l'union sacrée, pour servir M. Tshisekedi. C'est là le blocage du processus électoral. Mais pour une question concernant les FCC, je suis mal placé, n'étant pas du FCC, c'est-à-dire qu'il faudra poser cette question-là aux membres du FCC. Mais je reviens sur les observations de mon ami Xavier. Vous tentez de résoudre des problèmes. Non, il ne faut pas tenter, il faut résoudre les problèmes. Et vous êtes fait mandat tel que vous êtes en train de dire là, vous n'avez résolu aucun problème. Il n'y en a pas. Les peuples de l'Est là dont vous parlez, parce qu'il s'agit de la République démocratique du Congo et de la guerre du Congo. Vous avez instauré ce que vous appelez l'état de siège. Aujourd'hui, vous avez un bilan par rapport à cet état de siège? Nous le présenterons le cas échéant. C'est pire qu'avant. Nous le présenterons le cas échéant. C'est pire qu'avant l'état de siège. C'est vous qui le dites. Regardez les statistiques. C'est votre opinion. Regardez les statistiques. C'est votre opinion. Et les membres de votre gouvernement l'ont reconnu à l'Assemblée nationale, qui ont aussi votre institution à vous. Parce que l'impression que nous avons même cette assemblée-là... Vous dites une chose et son contraire. S'il vous plaît, parce que l'Assemblée nationale... Laissez-lui son temps de parole. Reconduit l'état des sièges. Vous savez que l'état des sièges n'est pas perpétuel. Il est reconduit par la même Assemblée nationale. Soyez cohérents, s'il vous plaît, monsieur. Laissez-lui le temps de... Madame, dans la cohérence. S'il vous plaît. Je répète, dans la cohérence. S'il vous plaît, c'est son temps de parole. Ne tentez pas de résoudre des problèmes. Nous ne tentons pas de résoudre. Nous sommes en train de résoudre. Oui, il faut la résoudre. résolution. Mais jusque-là, la résolution de ces problèmes étant un processus, on n'a pas de baguette magique. S'il vous plaît, je vous protège. Xavier, laisse-lui le temps de parole, s'il vous plaît, parce qu'il n'a qu'une seule minute. Monsieur Xavier, le peuple attend et la République n'attend point. Vous êtes en train de tenter, comme vous le dites là. Je vous dis qu'il ne faut pas tenter, parce que vous n'avez rien fait. C'est votre opinion. Ni de la sécurité, ni du social. S'il vous plaît, c'est lui qui a la parole. C'est votre opinion. C'est mon opinion à moi. Et le peuple va juger. Si vous avez fait quelque chose en termes de sécurité, le peuple va voir. 2018, aujourd'hui, braquage électoral. S'il vous plaît, Xavier, non, s'il vous plaît, laissez-lui le temps de parole. Laissez-lui le temps de parole. Je vous dis qu'il ne faut pas tenter. Les émotions, la nostalgie, le problème. Gouverner un pays. S'il vous plaît, de la solidarité. Lorsque vous dites que nous devons être solidaires envers vous, non. Nous devons être émotionnels. S'il vous plaît. Nous devons être nostalgiques. De la Constitution et des lois de la République. S'il vous plaît, Xavier. Raison pour laquelle aujourd'hui, il est attesté qu'il n'y a pas un seul parti qui soutient aujourd'hui la question de l'Est plus que le site de mon parti. Il n'y en a pas. Pas plus tard que le samedi 11, nous étions dans la rue, une fois de plus, pour manifester et dire que non, les FARDC, vous avez au moins le soutien du peuple. Donc, je vous dis, mon cher ami, il n'est nullement une question nostalgique. Nous avons tous fait l'école primaire ici.
et nous connaissons la règle des trois simples. Vous allez penser que parce que vous êtes à l'université, vous allez oublier la règle des 3 simples, mais non, il n'est nullement question. Avant d'arriver en 2023, on était en 2022. Avant 2022, c'était 2021. Et on y revient. Lorsque les prémices sont électorales, vérité. Lorsque vous êtes dans un... Monsieur, évoluez. Lorsque vous êtes... Sortez de ça. Lorsque vous êtes dans un syllogisme. Sortez de là. Lorsque les prémices nous sommes en 2023. Vous êtes bloqué. Vous avez pensé que... 2023, vous avez pensé que... On est en 2023. On arrivera directement à 2023 sans passer par 2018. C'est ce que vous avez pensé. Donc maintenant, il faut revenir en 2018. Tous les canaux du monde, on laisse tous les diplomates vous disent. On laisse 2023. Et ils ont même fermé la parenthèse. Et on retourne en 2018. Devant tous les Congolais. Devant le monde entier. La solution est là pour décider. Il faut laisser 2023 et rentrer en 2018. En tout cas, c'est ridicule, monsieur. S'il vous plaît, Xavier, c'est la fin de cette émission. En tout cas, il n'y a même pas le temps de vous donner le dernier mot, hein, parce que vous avez pigé toutes les questions. J'avais également un message du président. Rapidement, rapidement. Le président Denis Luboya m'a chargé d'un message sur ce plateau. Un kabiliste, aujourd'hui, il est Tshisekedi. Il exprime toute un véritable kabiliste. Le président Denis Luboya exprime toute sa solidarité aux populations de l'Est du pays, un ancien du FCC, aux populations qui sont victimes des affres de la guerre. Et en ce mois de mars, il a une pensée toute particulière pour nos mamans, pour nos filles et pour nos sœurs. Le président Johnny Luboya en appelle à une conscience nationale, à une conscience républicaine. Il en appelle à la synergie de toutes les forces sociales, politiques et vives du pays pour que nous puissions ensemble régler le problème de l'Est du pays qui nous concerne tous. Merci beaucoup. Rapidement, Clément. Merci beaucoup, madame. Je vais demander aux Congolais et aux Congolaises d'aimer ces pays. La République démocratique du Congo est agressée. Il nous faut un nous debout. Il faut défendre la patrie. Ceux qui ont la passerelle du pouvoir doivent comprendre que le peuple a décidé autrement. Le peuple veut la réconciliation, le peuple veut la paix et le peuple veut des élections crédibles, transparentes et apaisées. Donc, ensemble, nous allons faire de sorte que nous puissions être sur la droite ligne de la consolidation de la démocratie et que nous devons nous battre pour qu'aucun centimètre du territoire de la République du Congo soit cédé à qui que ce soit. Enfin, un discours responsable. Je vous félicite. Allons rapidement parce que nous sommes à la fin. On n'a plus le temps. Je ne sais pas dire autre chose que... Je ne sais pas dire autre chose que de demander à ces anciens kabylistes qui aujourd'hui, par la magie du braquage électoral, par la magie... Il n'y a pas plus kabiliste que Martin Fayou, monsieur. Donc, ces gens... Il n'y a pas plus kabiliste dans cette république par débauchage ont quitté. Donc, monsieur question-là, mal placé pour donner des leçons. Ils sont complètement perdus. Martin Fayou, ils n'ont plus d'arguments. Si ce n'est même lorsqu'on parle des choses sérieuses. Madame, messieurs, merci à vous tous qui nous avez suivis partout à travers le monde. Merci. Et demain, vous allez chercher quelqu'un d'autre. Avec le même plaisir. Merci beaucoup. Merci. Pratiquement, vous avez mis ce pays KO. Et aujourd'hui, vous avez quitté Joseph Kabila.